Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là pour parler d'un objet un peu étrange quand même, d'une expérience, d'une époque aussi qui est à la fois complètement la nôtre d'un certain point de vue et radicalement étrangère à ce qu'on vit. C'est vraiment si loin, si proche, quoi. C'était il y a pile un quart de siècle, hein, il n'y a pas de suspense, je suis là pour vous parler de Love Story, plutôt la première version, qui était l'adaptation de l'émission néerlandaise Big Brother, qui fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la télé-réalité d'enfermement. Soit, là, dans ce cas-là, 11 personnes célibataires, 5 filles et 6 garçons, me semble-t-il, qui vivaient ensemble dans une maison décorée par Ikea. C'est vraiment la vérité, ils avaient un contrat. Et jouaient à la vraie vie devant des caméras qui les filmaient sans discontinuer. Il y a eu une seconde saison, mais la première, c'est déjà beaucoup, hein. L'émission a surgi, c'est vraiment le mot à mes yeux, sur M6, mais aussi sur le câble. On y reviendra, hein. C'était le 26 avril 2001. Elle s'est terminée la même date que se terminera le cycle Vérité et Mensonge, c'est-à-dire le 5 juillet de 2001. Elle a été la première émission vraiment populaire de télé-réalité dans notre pays. Un trimestre à peine, mais un trimestre qui donnait le sentiment d'une longue crise collective, à la fois excitée et outrée, d'un examen des polarités françaises, en général entre le haut et le bas, d'une projection généralisée d'intimité, hein, qu'on a appelé aussi l'extimité, d'un tour de passe-passe entre vérité et mensonge, d'un changement assez net mais aussi un peu confus dans notre rapport aux images, avec un mélange de cynisme et d'une certaine innocence qu'il fallait bien chercher. Pour ma part, j'ai aimé Love Story d'une certaine manière et dans certaines conditions que je vais essayer d'exposer et qui m'ont valu pas mal de haussements d'épaule, voire un peu plus, hein, principalement de la part des personnes qui ne regardaient pas, mais pas seulement, hein, il faut le reconnaître. En 2001, donc, comme l'a dit Élise, j'étais dans la rédaction des Cahiers du cinéma où on a été plusieurs à défendre le Loft, même si ce n'était pas l'ensemble de la revue, mais j'y reviendrai. Et je l'espère moins pour jouer aux anciens combattants que pour essayer d'éclairer ce que l'émission a déclenché dans la cinéphilie, puisqu'on est quand même dans un lieu a priori de cinéma, et c'est un peu de ça dont on va parler. Mais d'abord, on peut dézoomer un peu pour celles et ceux qui étaient trop jeunes ou qui ont réussi à se calfeutrer sans allumer la télé au printemps 2001. Je rappelle que le Loft a réuni à ce moment-là à peu près 2 tiers des 15-25 ans devant leurs écrans, mais aussi la moitié de celles qu'on appelait alors les ménagères, hein, à partir desquelles était fixé le prix de la publicité. L'émission a fait 3 fois la une du Monde, 2 fois celle de Libération et de bien d'autres journaux comme L'Express, Le Parisien, enfin il y en a plein. Télérama a titré « Tout ce que vous auriez voulu ne pas savoir sur Love Story », comme s'il ne fallait pas vraiment y toucher, mais en parler quand même. C'était plus qu'un emballement minute, hein, ça a vraiment duré plusieurs mois pour remonter jusqu'à la classe politique qui s'est exprimée, en général pour ne pas rater le train du contemporain et de la jeunesse. Sauf que je dois dire que cette idée du phénomène, quand on parle d'un phénomène de foire, c'est pas forcément celle qui m'intéresse, hein, j'y reviendrai, mais plutôt comme un ensemble de symptômes, parce que Love Story se jouait ailleurs, à mes yeux. L'émission a eu pour moi cette capacité à créer une étrangeté, hein, c'est un des premiers mots que j'ai employé ce soir, et c'est vraiment ce qui m'a frappé. J'y voyais un rapport à la durée, une façon de mêler des archétypes et de les détruire en même temps, une expérience de pop culture et de spectateurs qui dépassait les frontières habituelles de la télévision, et même de la fiction en général. C'est une période de toute façon assez créative pour le petit écran, parce que, notamment du côté des séries, hein, en 2001, c'est en même temps que le Loft, on a à l'antenne à la fois les Sopranos, Oz, à la Maison Blanche, 24 heures chrono, c'est le début d'Alias, et le tout début de Six Feet Under. L'arrivée de l'émission s'est donc faite dans un contexte où on regardait déjà plus le petit écran exactement du même œil. Alors on ne se trouvait pas devant un objet d'art au sens le plus évident du terme, hein, puisque rien dans les intentions de production de Love Story ou dans les conditions de sa réception n'était artistique, en tout cas a priori. En même temps, bon, l'histoire des formes du XXe siècle, de Marcel Duchamp à Warhol, qui peignait des boîtes de conserve et filmait des hommes et femmes qui proclamaient superstars, tout ça nous avait en quelque sorte préparé à regarder dans le banal, parfois dans le trivial, pour y déceler un moment artistique. C'est une question qui se pose à la marge et qui percute des principes, des valeurs et parfois une morale. Je me souviens d'un texte de Thierry Jousse qui était paru juste avant la seconde saison du Loft, en mars 2002, qui s'appelait « De la vie des marionnettes ». Donc une référence à un téléfilm, je précise, de Bergman, qui était tourné en Allemagne en 1980. Et il écrit cette phrase qui exprime de façon un peu plus concise ce que je viens de dire. « Love Story n'est pas de l'art, mais il touche à des formes qui concernent directement l'art ». C'est une manière aussi de pointer ce que je considère comme une idée importante, c'est-à-dire le caractère hybride de Love Story, sa polysémie fondamentale,
Sa nouveauté également, qui pouvait ressembler à une espèce de fourre-tout. Jousse l'a résumé, je le cite à nouveau. Qu'est-ce que le loft donc? L'entreprise, la société, un porno, une installation, un parc d'attractions, une sitcom, un site internet, une surprise party, il y en a encore 5, un laboratoire de clonage, un camp d'entraînement, un club med, une agence de casting, un précipité en temps réel, un panel sociologique, une utopie perverse, une œuvre d'art conceptuelle, un film de campus. C'est-à-dire moi, vous, nous, puisqu'ici, c'est le regardeur qui fait le tableau. Donc là, Jousse, il en revient évidemment à Duchamp et à sa fameuse phrase qui a été prononcée en 1965. Il a aussi expliqué dans un entretien en 1960, Duchamp, donc, l'œuvre d'art exige 2 pôles, j'attache même plus d'importance au regardeur qu'à l'artiste. On se conviendra que c'est assez pratique ici, même si dans Love Story, d'une certaine façon, il manque un côté, puisqu'il n'y a pas d'auteur. C'est une notion que j'aimerais évoquer un peu plus tard. Mais ce qui m'a traversé d'abord, c'est le sentiment assez fort que personne ne regardait Love Story du même endroit. Il y a un surgissement, la France secouée par un phénomène que tout le monde regarde, mais que personne ne regarde de la même façon. Comme si face au mur d'images du loft se dressait un mur de regard complètement disparate. Je relate mon expérience, ce sentiment d'être saisi par le programme et de ne pas me sentir du tout proche de ce que j'appellerais une critique post-Guy Debord des images, qui était représentée à l'époque par exemple par David Dufresne, qui a fait une chronique quotidienne sur le loft dans Libération, basée sur, je dirais, l'ironie et la distance morale, plutôt moralisante que morale. Personnellement, si j'ai été pris par surprise, c'est que je n'avais jamais regardé plus de 5 minutes de perdu de vue, ou de ce qu'on appelait la trash TV, la télé poubelle. J'aimais le sport comme un flux assez émouvant. J'avais vu que Serge Danet, le critique, écrivait sur le tennis à la télévision, mais pas plus. Et pourtant, j'ai regardé le loft presque envers et contre tout dès le premier soir. Alors, je vais essayer de dire comment et pourquoi, mais aussi de dresser une sorte de bilan de cet objet qui serait probablement rentré dans les mythologies de Barthes. Le thème du cycle qui nous occupe là ce soir, c'est l'art du mensonge, nous aiguille dans une direction qui occupe tout l'espace du loft. La question des personnes et des personnages, celle de la dimension écrite, entre parenthèses, de ce qui se jouait à l'image contre les faits de vérité des situations quotidiennes. On voyait les candidats du jeu vaquer à leurs occupations sans qu'il ne se passe rien de particulier. Mais aussi, il y a l'argument publicitaire de M6 qui parlait de fiction vraie. Aujourd'hui, voir ou revoir Love Story, c'est aussi la replacer dans l'histoire des images, notamment venues du cinéma, et utiliser les outils qui s'offrent à nous, comme par exemple ceux du féminisme, et notamment la critique du gaze. En général, on parle de... C'est une version américaine ou anglaise de dire le regard. En général, on parle du male gaze, mais cette notion de gaze, en général, une autre façon de nommer le regard en lui conférant une force qui objectifie, c'est pertinent, je pense, de la déconstruire un peu pour évoquer le loft. On a souvent dit que le loft marquait une origine, comme c'était le point de départ de notre ère de l'exhibition de soi, les réseaux, etc. Et c'est pas faux, mais malgré ça, j'y vois moins un début qu'une fin. Parce qu'en fait, tout s'est transformé à partir de ce moment-là. On peut même parler de mutation, parce que maintenant, en ce qui concerne la télé-réalité, il y a des candidats et candidates qui sont plutôt des professionnels. Et les influenceurs des réseaux revendiquent leur capacité d'agir. Ils et elles ne partagent plus vraiment le pouvoir avec d'autres. Laure, Kenza, Stevie et leurs camarades ont plutôt essuyé les plâtres. La télé-réalité, elle reste extrêmement produite et regardée à travers le monde, et pourtant le loft demeure une exception. Après cette émission, il se trouve que j'ai assez peu regardé la télé-réalité, sauf peut-être récemment la première saison de Frenchy Shore, qui a valu quand même une remarque de la ministre de la Culture, je crois, ou Drag Race, qui me semble avoir inventé une forme de spectacle assez saisissante, mais cela dit, c'est plus si fort, à mes yeux en tout cas. Il reste finalement peu de traces du loft, même si le décès de Luana Petrucciani, sur laquelle je reviendrai en fin de conférence, a ravivé les feux médiatiques. J'ai cherché à revoir pas mal d'émissions quotidiennes, et c'est pas si simple en fait. Alors, j'ai voulu aussi retrouver la version 24-24, c'est-à-dire qu'on pouvait regarder toute la nuit, toute la journée, si on voulait, le loft, en s'abonnant à TPS, et ça reste extrêmement peu visible. C'était peut-être irregardable selon certains, mais c'est devenu invisible. Au fond, c'est presque une archéologie que je vous propose, qui pourrait commencer avec ce premier extrait qui est pris quasiment au hasard de ce que j'ai pu trouver de la version 24 heures sur 24. Nous sommes vers le début du loft, ça doit être les derniers jours d'avril ou début mai 2001. Il est assez tard, disons qu'on en regarde environ 2-3 minutes, quoi.
Connexion avec le loft. Je propose peut-être qu'on laisse les images en fond pendant que je parle, si ça ne vous dérange pas. Parce que finalement, c'est assez fidèle à ce que le loft pouvait représenter comme expérience dans certaines dispositions. Et donc, je vous l'offre. On pouvait rentrer le soir chez soi et si on était abonné, allumer la télévision pour voir ça. Alors là, c'est une nuit assez calme qui ressemblait peut-être aux nôtres. À d'autres moments, c'était beaucoup plus animé, collectif, festif. À l'époque, je vais partir sur un truc très différent. Seinfeld venait de se terminer, enfin en 98. Je parle de la sitcom américaine co-créée par Larry David et Jerry Seinfeld. Et l'un des arguments pour mettre en avant cette série et son génie comique, y compris publicitaire d'ailleurs, c'était de dire « It's a show about nothing ». C'est une série sur rien. Cette comédie aux confins de l'absurde surfait sur le rien comme une matière de base. Et tout le monde était content. Il y avait évidemment une part de mauvaise foi, puisque même le rien comique demande du travail, beaucoup de travail même. Mais c'était ça le socle, le rien, c'est-à-dire une forme de quotidien. Il y a une scène vraiment géniale dans la 4e saison où Jerry et George, qui sont deux des personnages principaux, vont essayer de vendre une série à NBC. En fait, la série dans laquelle leurs personnages sont déjà en train de jouer. Jerry fait du stand-up, George a envie d'écrire, et ils ont cette idée fixe. Il ne doit absolument rien se passer dans cette série. Enfin, surtout George, qui est à fond sur la question, il dit « C'est comme la vie, vous mangez, vous allez faire du shopping, vous lisez, vous mangez, vous lisez, vous allez faire du shopping. » Et ça n'en finit pas, hein. Il continue comme ça. Le responsable de la chaîne lui demande « Quelle est l'histoire ?» Et là, vraiment, il répond en hurlant « No stories !» Pas d'histoire. Mais alors, pourquoi je regarderais, lui répond le type. Et George, imperturbable, parce que ça passe à la télé. On peut voir une démonstration de cynisme un peu méta, mais je trouve au contraire que ça aide à se laver un peu du type d'attente qu'on pourrait avoir par rapport à une expérience visuelle où la question du vide et comment il se remplit paraît importante. C'est très aléatoire la manière dont ce vide se remplissait devant Love Story. Sur l'extrait actuel, on peut se demander ce que Jean-Édouard, d'ailleurs il est parti là, je vois. On peut se demander ce que Jean-Édouard a lu pendant toutes ces minutes. On peut penser à autre chose, on peut faire autre chose, la preuve. Hein. On peut occuper l'espace et le temps différemment. Et bientôt, il y aura un plan, vous allez voir, de caméra infrarouge dans le dortoir. Et ce sera encore plus aride que ça ne l'est maintenant. J'ai lu les commentaires sous la vidéo YouTube. L'un des internautes a quand même pris le temps d'écrire. C'est dommage, c'est 45 minutes de dodo.
Et en effet, on ne peut pas le contredire. On peut voir que la logique déflationniste du loft, dans cette version-là, en tout cas, celle du 24-24, partait sur des bases assez radicales. Dans mon rapport personnel aux images, j'ai tout de suite pensé à Andy Warhol, l'artiste et cinéaste qu'on associe au pop art. J'aurais pu évoquer son film Sleep de 1964, où il cadre le poète John Giorgio dans son sommeil pendant plusieurs heures, en répétant des boucles comme ça. Le film n'a pas de durée fixe et il dépendait de la vitesse de projection. Mais c'est presque trop travaillé. Les axes de vue changent pas mal et on peut déceler, d'ailleurs c'est très beau, une puissance picturale qui rappelle la peinture classique chez Warhol. Il y a aussi un autre film de Warhol, Empire, que là c'est 8 heures sur l'Empire State Building, du coucher du soleil jusqu'à la nuit noire. Il était assisté par Jonas Mekas ce jour-là, et c'est l'un des plus beaux plans fixes de l'histoire du cinéma, l'un des plus longs aussi. Je crois que c'est 8 heures. Mais je préfère utiliser une autre image de Warhol qui n'a pas été directement pensée par lui, comme s'il fallait préférer la copie à l'original pour rester warholien. C'est un texte de Pierrick Jay qui est paru dans la version numérique du Vanity Fair français. Je remercie d'ailleurs Audrey Fournier de l'avoir dégoté pour moi, qui a attiré mon attention sur ce court-métrage. Le texte, lui, date de 2016 et il pose la question de savoir si Love Story a été, je cite, le dernier film de la nouvelle vague. Carrément. Je comprends que vous riez, effectivement, mais alors pourquoi pas? Parce que l'auteur parle de l'art du dialogue vain, en référence à Romer, de l'improvisation comme une base commune, mais c'est une référence à l'ennui warholien qui m'a apparu la plus proche de ma façon de voir. Et je vais vous montrer un petit court film de 4 minutes et quelques qui s'appelle Le Dîner de la Star. Le titre original est plus fidèle à ce qui se passe réellement, c'est Andy Warhol Eats a Hamburger. Ça a été réalisé en 1982 par le Norvégien Jørgen Leth, qui a demandé à Warhol de s'asseoir face à lui pour manger. On va quitter le loft quelques instants, on y reviendra. Doesn't come out.
My name is Andy Warhol, and I just finished eating a hamburger. Burger, New York. C'est vrai qu'on les sent passer les 4 minutes. Et rassurez-vous, je ne vais pas passer toute la soirée à vous montrer des plans fixes, quoique, ou ni à chercher des équivalences absolument dans toute l'histoire de l'art. Néanmoins, ce qui m'intéresse, c'est quand même de créer une circulation entre les époques et les régimes d'images, notamment venus du cinéma. Cette idée sur laquelle je vais revenir, de regarder le loft, entre autres, en tant que spectateur de film, ce qui a été mon cas. Évidemment, ce n'était pas la seule manière. On pouvait être aussi un spectateur ou une spectatrice de télé, pour la télé, et j'ai pu alterner entre des mois différents au cours de ce trimestre. Mais cette possibilité-là, elle existait, hein. Et cela posé, l'honnêteté me pousse à rappeler quand même que le loft n'était pas seulement une sorte de variation expérimentale sur l'expérience de la durée. L'émission comportait plusieurs dimensions, dont celles et ceux qui ont suivi l'affaire se souviennent probablement. Il y avait plusieurs rythmes, plusieurs fictions vraies à la fois. Il y avait d'abord une émission de prime time, présentée par Benjamin Castaldi, où l'enjeu principal, c'était de raconter, sous la forme d'un spectacle télévisuel très très classique, les événements de la semaine dans la maison, et ensuite de mettre en scène la sortie de tel ou tel lofter ou lofteuse en monétisant tout ça par les SMS. Au début, on votait pour éliminer, et puis très vite, il y a eu des plaintes, donc on a voté pour garder l'un ou l'autre dans le jeu. C'était la partie la plus putassière de Love Story, hein, qui donnait une vision survoltée et binaire de ce qui s'y passait. À l'autre extrémité, il y avait le 24-24, dont j'ai parlé, et qui est toujours derrière nous, hein, fidèle au poste, avec ce canal qui est une sorte d'ancêtre de Twitch, peut-être en moins interactif, et qui a rassemblé environ 100 000 abonnés payants. C'était, je crois, 70 francs, enfin, je ne sais pas s'il y avait des euros ou des francs, je crois que c'était des francs. 11 euros, voilà. Oui, c'est ça. Au milieu, en revanche, il y avait autre chose, la quotidienne, que je définirais comme une sorte de zapping qui diffusait chaque fin de journée des extraits de ce qui s'était passé depuis la veille. Alors, c'était une sorte de sitcom, post-Hélène et les garçons, avec des archétypes, des enjeux assez clairs et simples, centrés en gros autour de 3 choses, principalement. Occuper son temps avec des défis ou des jeux, se déguiser, par exemple, beaucoup. L'amour. Et, troisièmement, le fait d'être ici, d'être dans le loft. Au départ, l'émission néerlandaise était plutôt axée sur la vie en communauté sous le regard des caméras, sans que les personnages n'aient le même âge ou soient célibataires. Mais la version française, elle introduit ce jeu de mots avec Love Story, qui nous place directement du côté de la comédie romantique. Alors on peut en revenir ici à l'aspect romérien, hein, de figures qui expriment et commentent leurs sentiments en direct. Cette quotidienne avait ses atouts, elle se regardait vraiment comme un feuilleton. On pouvait aussi penser à des formes primitives, comme les serials du cinéma muet, avec les intertitres. Ça a sans doute été le cœur battant de Love Story, avec un rythme qui, au regard des standards contemporains, paraît vraiment extrêmement lent. Il y a une vraie lascivité de Love Story. On va regarder un extrait de La Quotidienne, qui est dans une émission de la dernière partie du jeu, quand il et elle n'étaient plus 11, mais juste une poignée. Alors, il manque le son à un moment, j'en suis désolé, mais c'est vraiment l'état dans lequel on trouve ces images aujourd'hui. Il y a, je crois même, il y a un logo d'un internaute, enfin voilà, c'est comme ça. À ce moment, on prend l'antenne quand Laure regrette le départ d'un garçon. Galère. C'est bien, voilà. C'est vrai que c'est beau un feu. Hein. C'est magnifique. Mon père dit que le feu, c'est la télévision du pauvre. Et à la campagne, quand la télé elle est cassée, il dit « Regarde là, télévision C'est du vrai, pauvre. moi, comme Regarde moi le en feu. hiver, je prépare le feu chez Tu moi. peux dans la rester des cheminée. heures devant. Je reste comme ça 2 Mais heures c'est dans le. clair. Ouais, c'est con, c'est la télévision du pauvre, tu vois, plein de. C'est con. Ouais. Tu imagines plein de choses et tout. So many ways.
can't you see if you can behave this way? So many ways. Putain, je crois que c'est encore la meilleure soirée que j'ai passée. C'était diffusé à 18h30 devant des millions de gens qui regardaient donc des espèces de happenings un peu étranges comme ça. Avec je pense qu'on n'aurait pas pu écrire ça, quoi. C'est-à-dire une réflexion sur le feu de cheminée. À 25 ans plus tard, le programme le plus regardé sur Netflix le soir de Noël, je crois en Angleterre, c'est le feu de cheminée, enfin le faux feu de cheminée que Netflix produit. Donc les lofters étaient des spectateurs de télévision. Ça, c'est quand même une grande évidence, qui savaient parfois ce qu'ils faisaient, y compris en se baignant, en écoutant une chanson d'Henri Salvador, pour celles et ceux qui ont reconnu. Et il y a eu, à mes yeux, de façon assez évidente, un jeu de pouvoir pas si inégalitaire qui s'est mis en place, avec des candidats qui ont appris assez vite à habiter leur personnage, à pas rester dupes de la situation. Pour celles et ceux qui ont remarqué, au bout de quelques minutes de la vidéo tout à l'heure, Jean-Édouard fait un petit pas en arrière en passant devant une caméra pour qu'elle recule. Il recule et elle recule, comme pour lui signifier « Ok, tu me regardes, mais c'est aussi moi qui te dirige, je joue et je te regarde ». Les lofters et les lofteuses ont participé à leur façon à l'écriture de la série Loft, sans être payés, ce qui est quand même, enfin pas vraiment, défrayé je crois, ce qui est un vrai problème et qui a été rectifié ensuite d'ailleurs dans la télé-réalité. Et ils ont mis en scène leur corps, leurs paroles, avec une agilité qui pouvait d'une certaine façon résister à ce qu'on pouvait dire et faire d'eux, du jeu et du jeu, et inversement. Donc les considérer comme des cobayes, des bêtes de foire, pour moi c'était non seulement une forme de mépris, et souvent de mépris social, aujourd'hui on dirait mépris de classe, mais ça me semblait aussi une erreur. Ce qui se jouait était quand même plus dynamique, plus étonnant. On a reproché aux lofters à la fois leur narcissisme, qui était réel, et qui en cela annonçait le monde actuel, mais aussi d'être manipulés, ce qui était pour le moins contradictoire. Il et elle ont induit comme une faille dans la représentation, un dérangement. Il y a une belle interview du regretté cinéaste Laurent Achard, qui est mort en 2024, qui est auteur notamment de Plus qu'hier, moins que demain, et de quelques fleurons du cinéma le plus libre qu'on ait vu en France ces dernières décennies. Il était interrogé par Philippe Azouri dans Libération en 2002, et donc il lui demande comment il a regardé le Loft. Et il répond « J'ai regardé quotidiennement, à 18h à la télé, comme un feuilleton, pour pouvoir décrypter ce qu'Endemol et M6 avaient prélevé, monté. Comme on dit, des gens qu'on les monte les uns contre les autres. Quand sociologues et philosophes s'indignaient sur ces innocents rats de laboratoire, j'avais envie de leur dire que ce n'était pas si grave que ça. Ces gosses savaient très bien gérer la caméra, ils se jouaient du regard caméra et du hors-champ, écrivaient avec l'objectif leur propre scénario, les alliances et les renversements. Et un peu plus loin, il ajoute « J'ai jamais cru à la thèse du loft, c'est écrit, c'est des acteurs. Plus que des acteurs, ils étaient pour moi des stars. Certains avaient l'étoffe naturelle des grands seconds rôles du cinéma populaire, d'autres étaient des vedettes de séries télé, et puis il y avait Loana, qui elle est une star de cinéma. » On reviendra sur Loana. Et ce qui me frappe ici, c'est l'idée d'une émancipation possible, fragile mais possible, qui n'a pas du tout, mais vraiment du tout, été perçue, ou envisagée même. Les premiers à nier aux habitants du loft leur statut de sujet étaient celles et ceux qui parlaient d'exploitation et ne voulaient voir en elles et en eux que des victimes. Toute possibilité d'émancipation a été effacée, notamment dans la réception critique de Love Story, à laquelle Laurent Achard fait allusion, et qui a envahi toutes les strates de la société, avec une violence qu'on imagine assez bien aujourd'hui, puisque bon, heureusement il n'y avait pas CNews à l'époque, mais en gros la culture du clash est devenue la norme, et ça a été quand même assez fou. Évidemment, c'était le droit le plus strict des commentateurs que de commenter et de ne pas aimer Love Story. Il y a un article scientifique assez pince sans rire du sociologue Gabriel Segré, paru en 2009, qui a recensé les réactions à la diffusion. Alors, il a aussi ensuite écrit un livre qui s'appelle Love Story ou la télévision de la honte, la télé-réalité exposée au rejet. Il explique que la brutalité des dénonciations de Love Story était au fond une manière d'exprimer l'idée d'un monde en perdition, une vraie angoisse de début du siècle.
Il relève que les accusations d'exhibitionnisme envers les candidats se doublaient d'une accusation de censure contre la chaîne. Soit on en montrait trop, soit on n'en montrait pas assez. On accusait aussi les lofters d'être des acteurs et des actrices, mais on reprochait à la production de les manipuler parce qu'ils et elles étaient des personnes réelles. Je cite encore Gabriel Segré, moi je le cite d'ailleurs pour la première fois, et il explique « Le discours va s'orienter dans le registre médical, relations pathologiques et perverses entre téléspectateurs et candidats, éthique, morale sexuelle, éthique corporelle transgressée, et civique, droit à l'intimité bafoué. Logiquement, il poursuit, le monde de la médecine, de la psychanalyse, de la philosophie et le monde religieux se mobiliseront contre l'émission et puiseront largement dans ces registres de condamnation. Segré relève qu'on va assez vite parler d'interdit, de fantasme, de jeu du cirque, de sadisme, de masochisme, et que sur le sujet, l'Humanité et le Figaro parleront à l'unisson. Jean Baudrillard, dans une tribune publiée par Libé, utilise les mots nullité, insignifiance, platitude. Il évoque, en développant quand même un peu plus que ça, je cite, une banalité de synthèse fabriquée en circuit fermé et sous écran de contrôle. En cela, dit-il, le microcosme artificiel du loft est semblable à Disneyland, qui donne l'illusion d'un monde réel, d'un monde extérieur, alors que les deux sont exactement à l'image l'un de l'autre. Tous les États-Unis sont Disneyland, et nous sommes tous dans le loft. Alors d'une certaine manière, pour celles et ceux qui la rejettent, Love Story incarne la victoire du ça, des pulsions sans filtre. On parle de fascisme rampant, et les références au nazisme et aux camps de concentration ne sont pas rares. Dans Le Monde du 19 mai 2001, le philosophe Jean-Jacques Delfour condamne, je cite, « l'immonde totalitarisme que véhicule ce Drancy télévisé, satellisé et internetisé, imaginé par un Goebbels cathodique. » Dans un article de Marianne, il est question d'une colossale tournante par laquelle M6 excite notre jeunesse. Et enfin, David Dufresne compare dans Libération du 10 mai 2001 les éliminations dans le loft avec les licenciements, qui ont lieu au même moment dans les multinationales Danone et Marks & Spencer. Voilà un extrait de sa chronique. Mardi soir, les filles ont fait leur proposition aux téléspectateurs à présent de voter pour savoir qui d'Aziz ou de Jean-Édouard doit être expulsé. Ce soir, l'un des deux partira avec sa valise, en direct sur M6. En attendant, ils tournent en rond, pestent, vannent les caméramans, cherchent à comprendre. C'est le jeu dans le jeu, l'autodestruction du groupe. Juste ici, c'était qui aime qui. Maintenant, c'est qui n'aime pas qui. Précarité, quand tu nous tiens. Chez Danone ou Marks & Spencer, on dégraisse pour engraisser les actionnaires. Dans Love Story, c'est plus subtil, ce sont les employés qui s'auto-licencient pour gonfler l'audimat et le portefeuille de M6. La Réal TV, une nouvelle manière d'organiser les plans sociaux. Bon, on parlerait sans doute aujourd'hui de panique morale en observant cette manière d'arrimer la plupart des maux d'une société, souvent bien réelle, à un objet spécifique qui devient le réceptacle idéal. Alors évidemment, il y a des questions soulevées dans tous ces arguments et en même temps une manière de ne pas voir, de ne pas regarder en fait, pour certains en tout cas, comme une question de principe. Moi je l'ai vécu de près, donc comme le disait Élise Tessarek tout à l'heure, une partie de la rédaction dont je faisais partie a placé Love Story dans sa liste des 10 meilleurs films de 2001. C'était dans le numéro 564 pour les personnes qui veulent aller voir les archives, qu'ils ont mis sur le site d'ailleurs depuis l'année dernière. Alors, le résumé n'est pas tout à fait juste de dire qu'il était dans les 10 meilleurs films, parce que l'émission a été placée en appendice de la liste de cette année-là, comme un bonus, en fait, en quelque sorte, dont on ne savait pas trop quoi faire. Les auteurs, et pas beaucoup les autrices, étaient encore là, dans la vraie liste. Mulholland Drive était le film de l'année, on trouvait aussi Manuel de Oliveira, Jiazanke, Millennium Mambo de Oussia Ossienne, et donc le Loft, en post-scriptum, qui a été cité individuellement par 5 rédacteurs et rédactrices, dont la personne qui était assise à cette place, d'ailleurs, la semaine dernière, Hélène Frappa, 5 sur 16. Donc, ce n'est pas non plus la majorité, mais avec beaucoup de conviction. Et ce n'était pas vraiment une surprise, parce que Erwan Eguinen et moi avions écrit un texte intitulé « Pour Love Story », dans le numéro de juin 2001, donc là, vraiment quasiment en direct pendant la diffusion. Et ce choix symbolique dans l'un des temples de la cinéphilie, qui a défendu et incarné la nouvelle vague, je le rappelle, mais qui a aussi connu sa période Mao dans les années 70, a valu à la rédaction des courriers de protestation une micro-tempête médiatique à laquelle j'avais dû répondre avec Jean-Marc Lalanne, qui était alors co-rédacteur en chef de la revue. Dans un court texte, on expliquait notamment la chose suivante.
Avant de placer Love Story dans notre liste, nous avions déjà analysé en quoi l'émission produisait des télescopages passionnants à la croisée du film narratif et de la pure image temps, de la comédie sentimentale et des vagabondages du cinéma moderne. Le Loft avait suscité une importante glose sociologique, quand ce n'était pas des cris d'orfraie, et il nous avait paru important d'en resituer les enjeux vers le cinéma, de le considérer comme une proposition esthétique, même à son corps défendant. Alors bon, 25 ans plus tard, je pense que distribuer les bons et les mauvais points, c'est probablement hors sujet, mais à l'époque, c'était chaud. C'est-à-dire que j'en terminerai avec cette histoire de la réception du Loft, avec un micro secret hein, qui est issu d'un comité de rédaction des Cahiers. Alors, il y a eu beaucoup de discussions houleuses, comme dans toutes les rédactions d'ailleurs, et notamment sur le désir de certains critiques, dont je faisais partie, de ne pas parler que des films, pour s'intéresser donc à la télé-réalité, parfois à la pornographie, mais aussi aux séries. C'était peut-être même le plus violent à l'époque. Hein. Il fallait être anti-Loft et anti-Friends, jusqu'à ce que quelques cinéphiles voient les Sopranos et là retournent leur veste. Mais c'est une autre histoire. Lors d'un comité de réaction, donc, une figure historique a fini par lâcher, comme pour clore le débat, bon, écoutez, Loana, c'est moins pire que Mao. Alors, ce qui était intéressant à mes yeux et que je revendique toujours, c'est qu'un certain rapport au cinéma peut aider à avancer dans la jungle des images. Ce qui était clair pour moi et qui l'est toujours, c'est qu'on pouvait être un spectateur ou une spectatrice de Rohmer ou d'Ackerman et s'en souvenir en voyant le Loft. Non pas pour construire une équivalence, mais pour réfléchir à ce que produisent ces images avec une émotion très frontale. Dans cet entretien à Libé dont je parlais, là, qui est un peu vraiment assez beau, Laurent Achard parle de ça, notamment à propos du flux 24-24. Il dit « Les après-midi d'ennui devaient être très beaux, avec ces plans fixes et cette durée à la Ackerman, Kimi et Loana bronzant inertes ou se levant pour aller chercher un verre, laissant le champ vide, la caméra bloquée sur un transat abandonné. » Alors là, c'est moi qui reprends la parole. Personne ne dira que Loana égale Jeanne Dillman. On comprend que Jeanne Dillman, lavant la vaisselle ou épluchant des pommes de terre, elle le faisait sous les yeux d'une grande artiste. Mais on peut aussi regretter qu'aucun pas de deux n'ait été possible. Ackerman a filmé Jeanne Dillman en souvenir des femmes de sa famille. Et moi, j'aurais voulu croire que Loana était de sa famille. Je sais que c'est pas vrai, mais j'aurais voulu y croire. Dans un entretien qui a été donné à Marie-Claude Treilloux, qui est une magnifique cinéaste, Ackerman a exprimé une idée assez forte. Elle dit « Je voulais prendre des images », alors elle parle de Jeanne Dillman, mais pas que, « je voulais prendre des images qui, dans le cinéma en général, font partie des ellipses, qui sont les images les plus dévalorisées. Car il y a une hiérarchie dans les images. Par exemple, un accident de voiture ou un baiser en gros plan, c'est plus élevé dans la hiérarchie que faire la vaisselle. Faire la vaisselle, c'est le plus bas, surtout de dos. Je travaille dans les images qui sont entre les images. » Alors, entre le Loft et les images de cinéma, c'est plus une circulation qu'une filiation finalement qui s'est jouée. Et Love Story a pu aider à penser. Justine Triet, dans les Cahiers, encore une fois, mais moi j'y étais plus depuis assez longtemps, en 2013, après la révélation de son premier long métrage, La bataille de Solferino, était interrogée par Florence Maillard et Stéphane Delorme, et elle parle du Loft, sans que personne ne lui demande rien. Elle dit « Il y a quelques années, j'étais obsédée par l'idée de justesse. Quand Love Story est arrivé, on était tous en train de se dire « les gens sont justes comme on ne l'a jamais vu ». Maintenant, on est tellement habitué qu'on ne peut plus se limiter à ça. Je reviens beaucoup vers l'écriture, il faut des choses plus étonnantes. Cette chose, en plus, je l'ai trouvée dans la rupture de ton. Donc on voit bien, dans ce que dit Justine Triet, que la question n'était pas forcément de faire allégeance au Loft, mais d'y trouver une matière neuve, quitte à pouvoir la remettre en question. Et ça faisait partie, donc, pour une jeune cinéaste française des années 2010 et future Palme d'Or, d'un corpus référentiel. Parce que Triet, dans cet entretien, elle parle aussi de Wiseman, de Piala, de Cassavetes. Et cette idée de justesse dont elle parle, elle est assez frappante quand il s'agit de parler du Loft. Et au fond, Love Story ressemble, comme l'a écrit Jean-Sébastien Chauvin, au subtil alliage du naturalisme et du théâtre, de l'unique et du pluriel. Le tout, je rajouterais, sous une forme impure, triviale et sans attache. Et ça, c'était difficile de le voir. Et ce qu'on va voir maintenant pourrait aussi peut-être nous aider là-dedans. Je vous propose de regarder un extrait de Ten, le film d'Abbas Kiarostami.
پشت دیگه یه مرتبه پشت بزنم؟ آره صندوق باز کنی پشت 6000 تومن هم قدیم میدونم این میوهش چیزه میوه نرجسی این خوبه بعد تازه میوهش خوب خوبه. قیمتش هم مثلا جای قیمتش دیگه هم خوب آره دقت کردم پشتتون واقعا آقای حکیم مواظب باشید که مسافر پیش نه میوهش امروز مدرسه بودی؟ آره من هر روز مدرسه کار دارم میری هر روز ایلیا رو چیکار میکنی؟ میره مهدی کودک میاد با هم ترنبه حالا چرا روز نبود دیگه محبوب نبود چرا من بچه گذاشتم نه بچه مهدی که دارم میذارم مهد دور فامیلیه زمانی دائم پدر مادر رو من بی متهم خود میکنن ببخشید دیگه پدر مادر نمیتونن بمیرن که آره مگه بابا پدر مستقیم برو مستقیم یادمه. برو که از دولت برگردیم پایین سر ماندانا میخواستم به کیکشم برم بگیرم به چی میخوای بگیری؟ یه کیک ساده دیگه روش بنویسن مرتضی جان تولدت مبارک کیک برگرده بود دولت بریم بیبی میخوای بری بگیری دیگه بریم بیبی بگیریم کیک حاضر دارم یادم یه روز به مامان متهم میکردیم که تو مادر خوبی نبودی شب و روز سر کار بودی بهت گفتم به نکن درد نمیخوردی صبر کن بچت امینت بزرگ شما وقت میفهمی گفتی هان من بچم کاری ندارم میپذیرم اشتباهاتمو هیچ وقت آدم نمیتونه یک از اینجا برو هیچ وقت نمیتونیم این بنبست ببین آدم نه برو آدم زحمت کشیده دلش میسوزه واسه چیزی واسه اون زحمته یا اون هرس و جوشایی که خورده دستش نیست که من میگه تو مامان خوبی نیستی میری سر کار کارتو بیشتر از من دوست داری میگه مامان جان اون روز بهش میگفتم که عزیز دل من نه ببین مهدی کودک یه جاهایی یه زمانی خوب نیست یه سالگی خوب نیست 2 سالگی خوب نیست ولی 3 سالگی بچه‌ای که مثل من تنهاست خیلی براش عالیه صاف رو فقط بخوایم من بگیم اینجا تو شرکت باید بیفت یه توقف داشته باش بعد برو تو خیابون Moi, j'adore ce film vraiment profondément. Et si je voyais dans le loft un espace ouvert, capable de faire vibrer ma part conceptuelle et sentimentale, quelque chose d'une simplicité totale, un décor, un espace, des micro-fictions, il y a une dimension que je n'ai pas encore abordée et qui est celle de la surveillance. Et c'est là qu'on peut en arriver à Kiarostami. Parce que Ten, donc, dont on vient de voir quelques minutes, là c'est l'héroïne qui discute avec sa sœur, je crois. Le film est sorti en 2002, après avoir été, non pas diffusé sur M6 l'après-midi, mais en compétition au Festival de Cannes, où il a dérouté avec son dispositif. Et là c'est la première fois que j'emploie ce mot ce soir, et c'est vraiment un mot décisif pour Love Story. Le dispositif. Avec Ten, le réalisateur iranien de Où est la maison de mon ami est allé au bout d'une approche réflexive du cinéma d'auteur pour mieux la dégonfler. Il a installé, comme vous l'avez vu dans cet extrait, 2 caméras numériques mini-DV dans l'habitacle d'une voiture à Téhéran. Donc l'une sur le siège passager, c'est le début de la séquence, l'autre vers la conductrice. Elles étaient placées de façon à ce que personne ne puisse les manipuler, comme des caméras de vidéosurveillance. Dans le loft, ce n'était pas 2 caméras, mais 26 selon les organisateurs, bon, en fait une trentaine, 17 caméras fixes, dont certaines infrarouges dans le dortoir, comme celle qu'on voit actuellement, 9 caméras téléguidées et 4 autres sur des rails. Ce dispositif a été très vite assimilé par les observateurs à celui de la télésurveillance tel qu'on l'envisage dans le sens commun. Comme si on pouvait translater comme ça un concept tel quel. Cette question, elle était quand même dans l'actualité à l'époque. C'est-à-dire les municipalités de droite commençaient à installer en masse des caméras dans l'espace public. Quelques années après Levallois-Perret et Patrick Balkany, et avant que tout le monde ne leur emboîte le pas. Donc dans l'imaginaire commun à ce moment-là, télésurveillance égale police, sécurité pour certains, privation de liberté pour d'autres, voire fin de la démocratie. Ce qui permet tranquillement à pas mal d'observateurs d'affirmer que les lofteurs et les lofteuses ne sont rien d'autre que des rats de laboratoire. Dans certaines versions plus savantes de cette critique, il est question de ce qu'on a appelé un dispositif panoptique, dans la foulée du travail de Michel Foucault, qui analysait dans Surveiller et punir le panopticon de Jérémy Bentham, qui est un modèle carcéral de la fin du XVIIIe siècle. Selon Mireille Berton, dans un texte publié en 2003, l'efficacité du système panoptique dépend de 2 conditions essentielles. D'une part, le détenu doit avoir continuellement conscience du dispositif d'où il est épié, et d'autre part, il ne doit jamais savoir vraiment à quel moment précis il est regardé. Pour la docteure à l'université de Lausanne, le loft, c'est exactement la même chose. Des prisonniers, et nous, qui sommes les complices collectifs du désastre.
Alors moi, je ne nie pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeu de pouvoir qui a pu exister, mais je dirais que c'est un peu dommage de ne pas avoir poussé plus loin que cette vision pour le moins idéologique. Et le cinéma, notamment Kiarostami, nous aide là-dedans. C'est-à-dire ce qui se passe dans Ten, c'est quand même ni plus ni moins qu'une forme de remise en cause du regard d'autorité de l'auteur. Des personnages viennent remplir un cadre dont on a le sentiment qu'ils pourraient exister sans eux, qu'ils leur est indifférent. Kiarostami a enregistré des conversations dont il n'était a priori pas le témoin, produit des images qu'il ne voyait pas au moment où elles étaient tournées. Alors je dis a priori parce qu'il y a quand même des petits doutes et quelques versions un peu où on ne sait pas trop ce qui s'est passé exactement. Il aurait été dans une voiture qui suivait celle du film, ou peut-être même couché sur la banquette arrière en donnant des instructions à travers une oreillette. Mais là, on passerait à un dispositif, je sais pas, télévisuel classique peut-être, quotidien par exemple, c'est pareil, quoi. Mais l'essentiel est quand même ailleurs. C'est-à-dire que le dispositif du loft, comme celui de Ten, a quelque chose d'extrêmement primitif et d'essentiel. Tout est réduit à une forme d'épure, comme si la capacité de la mise en scène était volontairement et systématiquement réduite. Kiarostami s'est lui-même exprimé, alors non pas sur le loft malheureusement, mais sur sa recherche d'antenne. Celui qui était considéré comme l'un des plus grands auteurs, au sens historique de la politique des auteurs, exprimait un seul désir, tomber de son piédestal, essayer de filmer autrement. Alors depuis quelques années, il avait commencé à travailler avec des caméras numériques, notamment dans la partie finale du Goût de la cerise. Et dans les entretiens autour de Ten, il a été assez clair sur son ambition. Il dit « Ce film a été créé sans être fabriqué, à proprement parler, sans pour autant être un documentaire, ni cinéma de pure fabrication, ou bien un mi-chemin de l'un de l'autre. La scène survient, et je remarque qu'elle me convient. » Et il poursuit d'une manière assez décisive pour moi, la disparition de la mise en scène. Voilà de quoi il s'agit. L'abandon de tous les éléments indispensables au cinéma courant, et je dis avec beaucoup de prudence que la mise en scène, au sens courant, peut disparaître durant ce genre de processus. Le metteur en scène dans ce film ressemble plutôt à un entraîneur de football. Il doit faire l'essentiel de son travail avant le commencement de la prise de vue. On ne peut pas se promettre de refaire un film pareil. C'est comme chanceler dans ses convictions et ses idées bien établies. Alors, le dispositif du loft, lui, était vraiment un dispositif sans auteur. Et on voit bien que la disparition de la mise en scène n'est pas la disparition de l'auteur. Parce que d'une certaine manière, on a pu voir... Alors, la disparition de l'auteur, ça a traversé la littérature depuis Mallarmé, quand même. Ça a été repris par Barthes ensuite, et même par Foucault. Mais quand même, d'une certaine manière, on a pu voir dans Ten tout ce qu'on y a vu précisément parce que le film est signé Abbas Kiarostami. C'est l'existence même de l'auteur, quasi omniscient, qui rend possible la disparition de la mise en scène. Alors dans Love Story, ce socle-là, il n'existe pas. On aurait été curieux de voir un Love Story drivé par Kiarostami, mais ça n'est pas arrivé. Par contre, l'idée de la mise en scène d'antenne est concentrée dans un dispositif très minimal, comme je le disais, et c'est très marquant de voir que toute possibilité de virtuosité est réduite à néant. Il y a une radicalité qui est cette fois assez proche de ce qu'on a perçu dans le loft, une manière d'enregistrer une sorte de flux à la fois naturaliste et théâtralisé, au suspense permanent sur la suite, mais sans effet de suspense classique. Aucun twist de récit, avec des personnages autogérés. C'est ce basculement permanent entre un effet de vérité et un effet de mensonge qui a aussi constitué la matière première du loft, où on se demandait tout le temps ce qui était scénarisé, entre guillemets, ce que la production avait organisé, sans compter l'art du déguisement assez permanent dans la villa. Kiarostami, lui, ne nie jamais l'intention artistique du cinéma, il ne refuse pas d'aller à Cannes, par exemple, qui est bien différente, évidemment, de l'intention du loft, mais il réfléchit à sa propre place. Sur ce film, Ten, il a voulu passer le relais aux personnages, aux comédiens, mais aussi à nous. Il explique dans un documentaire Ten on Ten, où il reprend un peu le dispositif, il parle dans une voiture, devant une caméra, comme ça. Ici, le réalisateur est dans la position d'un spectateur qui prend du plaisir à regarder des gens jouer. Il n'est pas là pour juger, évaluer, critiquer, ou pour dire ce mot horrible, couper. À un moment, le spectateur a la tâche de terminer le travail. Il est incité à réfléchir sur lui-même et sur le monde alentour. Alors, il y a une personne qui a réussi à produire une pensée en faisant la jonction entre Ten et Love Story. C'est Patrice Blouin, qui est un ancien des cahiers du cinéma et qui aujourd'hui chemine plutôt du côté de l'écriture d'essais et de poésie. Il a publié en 2017 un livre que je conseille à tous et à toutes qui s'appelle « Les champs de l'audiovisuel », dans lequel il parle de télévision, de cinéma et d'image en essayant de reformuler les hiérarchies
et même de revoir les définitions. Sous sa plume, le cinéma n'est plus isolé, mais il s'étend dans plusieurs champs, la télévision aussi, parfois ça se croise, il y a des critères. Concernant le loft et Taine, il les réunit dans ce qu'il appelle le champ de l'optique. Alors il part de l'idée que dans le cinéma moderne, souvent magnifique, à partir de Rossellini, disons, la maîtrise du metteur en scène est quasiment conçue pour accueillir les accidents. Les accidents créent de la beauté. On parle d'épiphanie rossellinienne quand de l'imprévu surgit dans un cadre qui a été créé par un artiste. Or, dans un dispositif de surveillance, que ce soit dans Taine ou dans Love Story, la maîtrise du metteur en scène, elle n'existe pas. Il n'y a plus d'accident de la maîtrise, mais une maîtrise qui peut arriver de façon accidentelle. Le cadre est juste et beau de façon aléatoire, selon ce qui va se passer. Tout est renversé. Là, je cite Patrice Blouin dans son livre. Au travers de Love Story et de Taine, un même espace de représentation apparaît, et cet espace se configure à partir d'une absence de regard dans le miroir indifférent de caméras automatisées. Blouin en vient à définir le champ de l'optique avec 3 éléments: justesse fortuite du cadre, donc ce qu'il appelle la maîtrise accidentelle, caractère impersonnel de l'œuvre et réception orpheline. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour nous guider et personne pour organiser les personnages à travers la caméra. Et il poursuit: ce principe d'indifférence n'exclut pas pour autant la responsabilité morale du réalisateur, mais il la redistribue à part égale avec le spectateur, puisque l'un et l'autre entretiennent alors un rapport similaire à l'image montrée. En gros, et là c'est moi qui ajoute, il fallait bosser devant Love Story et se dire que la surveillance valait peut-être mieux que certaines mises en scène. Devant Love Story, on pouvait essayer de se construire en sujet spectateur, opérer une forme de réappropriation des images qui était complètement étrangère au projet de M6. On pouvait aussi vider la surveillance de sa fonction policière. J'y voyais la possibilité, fragile, mais bien présente, d'un regard qui était débarrassé de beaucoup de parasites liés au cinéma ou à la télévision. Parce que ce qu'il fallait travailler, c'était bien notre regard. Dépasser le mépris de classe, par exemple, comprendre le montage de M6, le montage de la société aussi, sur les images qu'on voyait, pour se fabriquer un autre montage, inventer ce qu'on appellerait aujourd'hui un regard situé. On dirait aussi aujourd'hui poser la question du gaze, ce dont je parlais au début de la conférence. Donc on parle quand même beaucoup dans le cadre de la critique contemporaine des images, et notamment du cinéma, du male gaze, qu'on peut définir comme le regard masculin dominant qui objectifie les corps et les personnages féminins. Laura Mulvey, qui a inventé le concept en 1975, parlait de l'inconscient du patriarcat qui serait comme ça projeté sans filtre dans les images. S'il y a bien une figure qui a posé la question du gaze, c'est évidemment Loana. Loana Petrucciani a été retrouvée morte le 25 mars dernier. C'était bien après qu'avec l'équipe du Forum, on décide de faire cette conférence. Et c'était évident au départ, et ça l'est devenu encore plus, il fallait donner une place ce soir à cette femme sur laquelle tant de personnes ont pris la parole. On est peut-être une société voyeuriste, mais on est aussi une société du commentaire et du jugement. Loana a été jugée dès son apparition dans le loft, et je dis bien apparition parce que je crois qu'on ne peut pas utiliser d'autres mots. Quelque chose s'est passé qui à la fois n'avait jamais été vu et pouvait renvoyer à une histoire partagée par le plus grand nombre. Bon, je parle là évidemment de la filiation Marilyn Bardot, qui a été déjà beaucoup dite. Il y a une exposition à la Cinémathèque en ce moment qui montre comment Marilyn s'est constituée en tant que sujet tout au long de sa carrière et à quel point ça lui a été nié pendant très longtemps. Concernant Loana, sa constitution en tant que sujet a été encore plus difficile. Tout à l'heure, j'ai cité cet entretien de Laurent Achard paru en 2002. J'y retourne encore pour ces quelques mots. Le loft, je ne veux pas savoir si c'est du Warhol ou du Jean Lefebvre, mais juste en quoi c'est extraordinaire. Je repense à Loana et sa façon d'être, ici et maintenant. Donc là, il parle en 2002, je précise. Mais qui est-elle, lui demande le journaliste. Une star née. Elle reste la même, elle ne bouge pas. Quelle que soit la situation, son regard, triste, ne varie pas. Son attitude impavide. Voilà une héroïne comme on en voit chez Raoul Walsh. Elles ont une logique, elles s'y tiennent. L'opacité de Loana est bien sûr ce qui a saisi énormément de cinéphiles. Alors, plus qu'une photogénie, c'est, je dirais, une manière d'être à l'image qui parlait d'elle-même. Je reviendrai sur la façon dont elle a été vue et exploitée par les regards et les commentaires. Mais Loana n'était pas seulement mutique, elle s'exprimait aussi.
Elle défendait quelque chose de sa subjectivité qui n'était pas vraiment entendu, sauf peut-être par le public. Il faudrait en parler vraiment, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Je n'ai pas pu faire d'enquête sur la question, mais par les commentateurs, certainement pas. Et je parle de l'époque du loft. Après, c'est encore pire. Soi-disant, elle n'avait rien à dire. Je voudrais qu'on regarde un court extrait qui vient de l'une des quotidiennes où Loana raconte son histoire, mais à sa manière. Elle est en train de discuter avec Christophe, celui qui sera d'ailleurs le vainqueur du jeu avec elle, justement de ce que ça ferait aux uns et aux autres de gagner Love Story et de remporter de l'argent. Enfin, moi, si mon but, c'est pas de gagner le loft, c'est le moins d'arriver à la fin. Et après, c'est vrai que c'est plus chiant quand c'est des gens qui ont déjà de l'argent, qui gagnent un truc qui est comme ça, quoi. Alors que nous, on est tous dans la dèche. Donc, c'est vrai que ce serait plus sympa si c'était une personne qui n'a pas grand-chose qui gagne, quoi. C'est ce que je pensais, oui. C'est clair. Bon, c'est pas... Pas se voiler la face. Ouais. Parce que c'est vrai qu'ils connaissent un peu ça. Je veux dire, Edouard, lui, à mon avis, doit habiter une baraque énorme. Il paraît que Laure, qui m'a dit, elle a vu le reportage, elle m'a dit... moi, franchement, quand je suis arrivée ici, pour moi, c'était... Je vais faire du footing, tu vois. Moi, c'est un 20 mètres carrés avec ma maman, quoi. Et c'est heureusement que moi, je travaille la nuit et elle travaille la journée, parce que sinon, c'est vrai que quand on est là-dedans toutes les deux, c'est vraiment super petit. Moi, je suis arrivée ici. Il y a un de ces moments de maîtrise accidentelle dont on parlait tout à l'heure, où il se passe quelque chose avec cette feuille qui s'envole, et la réaction de Loana, sa gestuelle, qui tout à coup donne un cachet différent à la scène, et force le changement d'axe de la caméra. C'est aussi pour ça qu'on pouvait aimer regarder le loft, mais il y a évidemment ce que dit Loana sur sa vie, et qui est surligné par le bandeau lutte des classes que la chaîne a ajouté, où elle explique d'où elle vient. Bon, elle parle de sa maman, du petit appartement, et tout ça crée une histoire qui, à ce moment précis, n'est pas l'exploitation de sa faiblesse. Au contraire, elle se met à parler plus fort, plus distinctement, je dirais. Elle s'empare du personnage et de son personnage. Ce ne sera pas toujours le cas, mais ce sera là, présent constamment et à saisir. Ce qui est évident à mes yeux quand on revoit des images du loft, c'est à quel point nous sommes en présence d'une héroïne, d'une star, pourquoi pas, comme le dit Achard et comme d'autres l'ont dit, mais qui n'a pas pu produire autre chose que ce moment-là, le loft. Et en plus, comme personnage secondaire, parce qu'elle crevait peut-être l'écran, mais on ne la voyait pas tant que ça, en fait. Il n'y a pas tant que scène, elle n'était pas... Laure parlait beaucoup plus. Vraiment, Loana a traversé le loft, plus qu'elle n'y a été incarnée par une forme de fiction comme ça qui se serait inventée. Mais ça suffisait. Et la vie de Loana Petrucciani a été tragique. Le loft fait partie de cette tragédie. Et en même temps, y revenir nous montre que quelque chose a eu lieu. Alors que le personnage de Loana a été accusé tout de suite, comme si elle était la seule à appartenir à un cliché parmi les candidates et candidats du loft, comme si de ce cliché, la blonde à forte poitrine, il n'avait rien à dire et rien à voir. Ce qui a pu m'attrister, c'est que Loana n'ait pas été considérée comme un sujet dans les images. Elle a été regardée, comme si le film Vanda de Barbara Loden, qui parle d'une femme fragile, n'existait pas. On n'a pas compris qu'elle aurait pu être un personnage de Sois belle et tais-toi, le documentaire de Delphine Seyrig, qui donnait la parole aux actrices et parlait en 1975 de sexisme dans les regards, au cinéma et dans la vie. Loana a été la première star de cinéma sans film, a expliqué Camille Nevers dans un beau texte qui a été paru dans Libé à la mort de Loana Petrucciani. Et elle ajoute « Loana incarne le crépuscule du gaze, male évidemment, mais que les filles comprenaient autrement. » Heureusement, depuis 25 ans, sur l'impulsion des penseuses et des artistes féministes, on a pu commencer à changer de discours sur, disons, la bimbo, à charger cette figure d'un certain pouvoir et à réfléchir sur la sexualisation des femmes à l'écran. La figure de la cam girl, qui est d'ailleurs née dans les années 90, avant le loft, avec Jennifer Ringley, l'américaine, qui se filmait chez elle sur une webcam, commence à être considérée aujourd'hui comme capable d'émancipation. Au cinéma, on peut se souvenir d'une fille facile de Rebecca Zlotowski avec Zaya Dehar en 2019, mais aussi le film d'Agathe Riedinger dont l'héroïne est une candidate de télé-réalité, ça s'appelle Diamant Brut, c'est sorti en 2024, et c'est un film plein d'amour pour son héroïne. Pas plus tard que l'été dernier, le jeune réalisateur queer Aurélien Père
a mis en scène dans L'épreuve du feu, son premier long métrage, une jeune bimbo face à un garçon qui en tombe amoureux en tentant de déconstruire les visions avilissantes. Et Loana n'était pas loin. Je cite cet entretien avec le réalisateur, un trentenaire qui a été réalisé par le site infolibertaire.net, comme quoi tout le monde a parlé du loft. Et donc Aurélien Père explique « Petit, je n'avais pas le droit de regarder le loft. J'ai donc découvert ça vers 2016 sur YouTube. Je ne connaissais le personnage de Loana que parce qu'on en disait dans les cours de récré, qui n'étaient pas des choses particulièrement positives. Mais j'ai été très surpris par sa personnalité, son intelligence, sa mélancolie. L'image publique qu'on avait faite d'elle et de ce que l'on pouvait observer dans le programme avait peu à voir l'une avec l'autre. Cette différence m'a tout de suite fasciné. C'est par là que je suis arrivé à la lecture de son autobiographie, un bouquin qui m'a beaucoup touché. Il y a une phrase sur laquelle je me suis un peu appuyé pour mon film. Il y a deux Loana, la grande pin-up et la petite huître. J'avais envie de faire ressentir au spectateur un dévoilement similaire à celui que j'avais ressenti en découvrant Loana. Je pense que ce qui m'intéresse dans ce type de personnage, c'est le mépris qu'ils reçoivent. Un mépris de classe, déjà, doublé de misogynie. Des personnages qui subissent beaucoup de sexisme parce qu'elles portent sur elles tous les attributs de l'hyperféminité. Donc là, c'est moi qui reprends la main, mais quand on parle de misogynie, on doit évidemment évoquer la dite scène de la piscine, qui est d'abord une scène fantasmatique, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe quasiment pas. Il y a 2 minutes et quelques sur les sites porno. Il n'y a pas d'image explicite parce qu'il n'y avait pas de caméra sous l'eau. Mais je vous propose autre chose. Alors ça dure 5 minutes, c'est assez long, mais c'est un montage de la quotidienne le lendemain de ce qui s'est passé. C'est la petite qui se gratte. C'est ça. J'ai plutôt tendance à regarder quand j'ai fait autre chose. On va dire que l'autre jour, quand je suis passé dans le confessionnal, j'ai dit que j'appréciais tout le monde et pas quelqu'un. Sauf qu'il y avait une fille que je trouvais trop extravagante. Il s'avère que ce soir, j'étais dans la piscine avec cette jeune fille un peu trop extravagante à mon goût. Et que, voilà quoi, hein, on s'est compris. Mais que c'est vrai que pour moi, elle est quand même toujours trop extravagante, mais... je pense que ça nous arrive à tous de temps en temps de prendre un peu de plaisir, non? Enfin, pour l'instant, c'est ce soir, on verra demain, on verra après-demain. Retour sur le plateau de Loft Story. Je vous le disais hier, la fièvre a gagné le Loft samedi soir. Mais l'ambiance était dès dimanche plutôt morose. En tout cas, entre Jean-Édouard et Loana, ils ont très logiquement cherché du réconfort auprès des autres habitants du Loft. Et c'est Delphine et Philippe qui se sont montrés les plus attentifs. Malgré que la réponse semble évidente par rapport à hier soir. De quoi? Tu te rappelles où t'avais trop bu? De quoi tu me parles? De rien, t'as raison. Je vais me chercher une cigarette. Ah, de rien, de rien. T'as ton pantalon qui est tout sale derrière. Non, j'ai un petit coup de blues là, un coup de cafard. Donc j'ai un peu un nœud dans la gorge. Ça va pas trop bien. Mais bon, ça va passer, je suis sûre. Pourquoi tu l'as pas fait dans le cellier? Parce qu'il y a toutes les affaires dedans. Eh ben, tu les enlèves, les affaires. Ouais, mais j'ai la flemme. Je t'ai demandé si tu voulais que je t'aide, je pouvais t'aider. Hein. Non. Tu veux tout faire tout seul? Hein? Comme un grand. Je fais mon linge, J'ai dit enlever les affaires du cellier, j'ai pas dit non plus que laver tes chaussettes. Abuse pas non plus. En plus, ça lave mieux à l'eau chaude. Ouais, je pense. La poudre, déjà, elle se dissout plus et les taches, elles partent plus vite. Ouais, mais là, c'est pas vraiment question de tâches, en fait. C'est surtout question c'est juste pour mettre un petit coup de transpiration, un truc comme ça. Ouais. Tu vas t'éclater les mains. C'est pas grave. J'ai de la crème pour les mains. J'en ai aussi. Ah, toi aussi, t'as prévu? Là, on a tout prévu. Ah, putain. Tu vas avoir les mains toutes douces pour ce soir, dis donc. Toutes? Toutes douces? Ouais. Ah, faut les frotter. Hein. Pourquoi tu restes à l'écart comme ça? Hein? Pourquoi tu restes à l'écart de tout le monde comme ça? Hein?
Là, je fasse pas l'écart, là, je fume une cigarette. Non, ça allait pas trop bien, ça. À cause de quoi? Mais dis-moi. Dis-moi si c'est de ma faute ou si c'est autre chose. Si c'était en partie de ta faute. Hein? Si c'était en partie de ta faute. Je m'en excuse. Mais c'est pas tout à cause de moi, quand même. Non, j'étais aussi fatiguée. C'est mon verre ou pas? Ouais, donc c'est fatigue à cause de moi. Ouais, beaucoup toi, un peu de fatigue. Et puis je sais pas pourquoi j'avais de la fièvre tout à l'heure. Beaucoup toi? J'aime beaucoup. Bah oui. À ce point-là? Ouais, un peu. Ouais. Dis-moi pourquoi? Hein? Dis-moi pourquoi? Pourquoi? Parce que... Me parler, parce que sinon... Hein? Me parler, parce que sinon ça sert à rien. Pourquoi? Parce que non, c'est ignorance totale depuis ce matin. J'en ai marre de tomber sur des mecs comme toi dans ton genre. Hein? J'en ai marre de tomber sur des mecs comme toi dans ton genre. Ah, vous êtes tous les mêmes. Hein? Vous êtes tous les mêmes. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il y a des exceptions. Non, c'est certain qu'il y a des exceptions. Hein? C'est certain qu'il y a des exceptions. Heureusement. Je ne suis pas l'exception. Non, c'est sûr. T'es loin de là. Ça, je le sais. Hein. Non, mais limite, c'est con de se prendre la tête, je pense. C'est normal. Ouais, bien sûr. Bien sûr, je me suis même pris la tête pour autre chose, mais... Même... moi, je pense... On est là, on est 11. Si on commence à se prendre la tête, je pense, pour des... Peut-être pas des... Moi, pour l'instant. Je vais dire des choses bénignes, mais... Non, ça, c'est chacun sa perception de la chose, mais... Je pense qu'il faut mieux pas se prendre la tête. Hein. Faut voir comment ça se passe. Là, ça fait que 2 jours qu'on est là. Et alors? Bon, on est d'accord? Je m'excuse. Bon, on va pas se prendre la tête pour ça, n'est-ce pas? J'ai peut-être pris un peu trop la tête, non? Qui, moi? Tu t'es souvent pris la tête, non? Non. Enfin, oui, ça, énormément. Cette petite colonie est une bonne occasion d'apprendre à échanger, en fait. Moi, j'apprends pas mal de choses sur moi-même, hein, je te jure. Dans cette version sitcomisée, puis d'ailleurs, il n'y avait quasiment rien à voir dans l'autre version. C'est vraiment quelques secondes qui se passent dans la piscine, là. Et qu'est-ce qu'on voit quand on étend jusqu'à ces 5 minutes? Que c'est même pas le male gaze qui s'exprime, mais le regard englobant d'une société, alors certes patriarcale, mais surtout moraliste. Hein. Le discours de Jean-Édouard dans le confessionnal est un discours de vainqueur, du côté du plaisir qui serait valide. Son mansplaining est total face à Loana, alors même qu'il lui reproche d'être trop extravagante. Mais à mes yeux, c'est quand même elle qui gagne. C'est-à-dire c'est elle qui émeut, c'est elle qui exprime aussi une critique de ce qui est en train de lui tomber dessus. Et on ne peut qu'être de son côté. Et pourtant, cette scène de la piscine, comme on l'appelle encore, a été un fardeau pour elle et pour elle seule. Loana Petrucciani a été sommée de s'expliquer pendant 20 ans sur ce qui s'est réellement passé, par exemple, ce qui n'a vraiment strictement aucun intérêt. Il n'y a rien dans aucune des images qui puisse commencer à justifier les insultes dont a été victime Loana et la manière dont elle a été traitée. On se souvient de la viralité de ce moment. Hein. C'est une des premières fois où on employait ce terme de viralité, parce que ça a été piraté sur Internet. Voilà, ça commençait à circuler. Alors aujourd'hui, j'imagine même pas ce que ça aurait produit. Mais on n'insiste pas assez sur la brutalité des regards portés sur elle. Encore une fois, plus violent cette brutalité, selon moi, que celle du dispositif. Je m'appuierai ici sur les mots de Azilis Kondraki, qui est une doctorante à l'EHESS, qui s'intéresse beaucoup à la télé-réalité et aux représentations sexistes. Donc elle dit, pour la première fois, une scène de sexe était filmée dans une émission qui en plus brouillait les frontières entre le vrai et le faux, mettant en scène des personnes, entre guillemets, ordinaires. C'était un choc, et évidemment la femme a été désignée coupable. Le décès de Loana Petrucciani, le 25 mars 2026, a permis de revenir sur la manière dont elle a été instrumentalisée et regardée tout au long de sa vie. Alors, il y a eu des mots très forts de Valérie Rey-Robert, qui a écrit sur Instagram de son point de vue militant. Elle a écrit « Le terme féminicide s'applique à la mort de Loana ». Et elle poursuit « Chaque émission Souvenir autour du Loft était le moment de rappeler qu'elle y avait été humiliée devant la France entière. Loana s'est consumée sous nos yeux. Loana est morte du sexisme, de la psychophobie, du classisme, de la grossophobie. »
Alors l'autrice mêle ici le moment du loft à tout ce qui s'est passé après, qui relève pour le coup du pire de ce dont la société contemporaine est capable quand elle enlève à celle qu'elle choisit comme cible toute capacité d'agir. Ce dont je suis certain, c'est qu'il aurait fallu travailler davantage collectivement, regarder les images avec plus de compréhension, peut-être un peu plus d'amour. Au fond, ce n'était pas redonner une dignité à Loana qu'il aurait fallu, c'était voir tout de suite qu'elle en avait une. Et à la place, on a eu une sorte de, en guise de bilan de Love Story, une série qui s'appelle Culte, qui est sortie en 2025, et dont la première saison, qui était produite entre autres par Alexia Laroche-Joubert, productrice du Loft, est revenue sur l'émission, en choisissant comme personnages principaux, non pas les lofteurs, les lofteuses, mais les personnes qui ont fabriqué l'émission. Alors, on va voir un court extrait. La jeune femme qui est interprétée par Anaïde Rosam, c'est le personnage inspiré d'Alexia Laroche-Joubert. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir directement avec Loana, mais malgré tout, si. Ici, elle explique à son boss qu'il y a eu un incident à caractère sexuel concernant Loana et elle l'utilise pour obtenir un poste. C'est la dernière scène de la série, désolé pour le spoiler. On regarde. First one would be some kind of musical version of Big Brother. I think I got something like that. But that's perfect because we're supposed to air in 3 months. Il y a un truc qu'il faut que tu saches. Qu'est-ce qu'il y a? Karim s'est masturbé sur Loana dans le caméra run. Tu peux raccrocher? Hello. Okay, I'm gonna have to call you back, Liam. Et Elena l'a couvert. Ok, pourquoi tu me dis ça là? Pour rien, pour que tu sois au courant, au cas où ça sortirait. Pourquoi tu voudrais que ça sorte? Parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent sortir. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je mérite. Tu veux récupérer ton job? Moins que t'es quelqu'un de meilleur, et là je t'écoute. C'est que je prends un risque énorme si je te garde, Isabelle. Tu prends un risque dans les deux cas. Maintenant, c'est toi qui choisis ta une, le scandale sexuel ou le scandale Blanche-Neige. Pourquoi je choisirais Blanche-Neige? Parce que comme ça, tu m'as dans ton camp. Et tu me veux pas dans le camp adverse, je t'assure. Tu vois, quand tu travailles avec Xavier pour récupérer Big Brother, je peux comprendre, mais là, Karim et Elena, c'est pas tes amis? T'as pas fait de sacrifice, toi? Ok. Prends 2 semaines, on commence les castings à tour. Attends, Isabelle. Oui. Pour Karim et Elena, c'est vrai cette histoire des caméras run? Ça change quoi? Ce qui compte, c'est qu'on y croit, non? C'est un truc que j'ai appris en bossant dans la télé. Yes, Liam, sorry about that. Isn't that such an exciting Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais il y a un mais. Ils ne savent pas ce qu'on... On parlait de justesse là tout à l'heure. C'est vrai que du coup ça fait un peu mal aux yeux, quoi, de ce type de... Enfin voilà, j'ai un peu de mal en fait, mais quand même c'est extrait intéressant et en plus la série en soi n'est pas mauvaise, plutôt bien balancée et le personnage de Loana, parce qu'elle est dans la fiction, est interprété par Marie Colomb qui de toute évidence a envie de la défendre. C'est pas mal intentionné, mais Culte au fond, on le voit dans cet extrait, partage le cynisme général sur le loft et le manque de remise en question, parce que terminer une fiction sur ce sujet par un plan sur des poules, c'est plus qu'une marque de mépris, c'est vraiment une erreur esthétique. Et je vais conclure cette conférence très bientôt, parce que l'heure avance quand même pas mal. Et encore une fois, il ne s'agissait pas de défendre le loft comme une production industrielle extraordinaire ou géniale, mais d'essayer d'y voir quelque chose. Donc on ne peut pas nier le fait que le principe filmique du loft soit lié à l'idée de surveillance, mais la surveillance de quoi exactement? La surveillance pourquoi? Pour qui? La surveillance des rues dans le monde entier, elle est liée à une idée contemporaine de la sécurité. On ne laissera rien passer, on ne ratera aucun événement, on arrêtera les coupables, ou au pire on fera des vidéos rigolotes à mettre sur Instagram. C'est pas du tout ce qui s'est passé dans Love Story, où tout a été déjà réalisé en direct, selon le principe assez simple de l'action et de la parole. C'est-à-dire l'action et la parole dictaient la mise en scène, pas le contraire.
Et si le loft devait revenir aujourd'hui, tout serait complètement différent. Les candidats et candidates seraient des professionnels rémunérés, et la réalisation probablement confiée, enfin moi je ferais ça en tout cas, à une intelligence artificielle avec des capteurs visuels et sonores. Alors je ne pense pas qu'on verrait la différence entre le réalisateur de l'époque et une machine contemporaine. Mais ça n'arrivera probablement pas dans ces conditions, puisqu'on est dans un monde qui a avalé Love Story et on a fait à la fois son point zéro et un repoussoir. Si par moment on accorde actuellement aux personnalités d'Internet qui sont un peu les héritiers des lofters, alors ça demanderait une autre conférence pour laquelle je pense que je ne serais pas compétent, mais voilà, ils ont un certain contrôle des images, une façon de monétiser les images, et je pense qu'au fond, rien n'a vraiment évolué du côté de celles et ceux qui sont censés réfléchir aux images et en produire. Et je parle notamment du cinéma. Avec les séries, le cinéma m'a vraiment porté, intellectuellement, moralement, émotionnellement. Et aujourd'hui, il est d'abord considéré comme une forteresse à défendre. C'est vrai du point de vue économique et politique, ça va sans dire. Mais du point de vue artistique, c'est quand même une vision largement fantasmatique, qui est liée à une morale du grand art menacé. Et mis à part de très rares exceptions, il n'y a pas tant de vibrations et de risques pris par le cinéma dans la manière de percevoir et d'enregistrer la réalité contemporaine, et donc les flux Internet, par exemple. Au Festival de Cannes, qui prend le pouls de la création, il y a de très bons films, mais on a souvent l'impression que le seul régime d'image viable est celui du cinéma à intention d'auteur, un cinéma qui fait comme si Internet n'existait pas, comme s'il fallait d'abord montrer les muscles, l'art du cadre, la belle image, le grand sujet. C'est vraiment Fjord de la Palme d'Or de Mungiu cette année. Le tout sans se mêler vraiment des mutations contemporaines qui sont extrêmement rapides et brutales et qui sont aussi l'affaire du cinéma et des cinéphiles. Sur le fond, on parle parfois de faits de société dans les films, mais sur la forme, presque jamais rien ne se passe, vraiment. C'est l'angle mort et c'est ce que Love Story peut nous aider à imaginer, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire oser des images impures, des productions hors cadre, embrasser quelque chose du contemporain, même si on a l'impression qu'il fait peur ou qu'il est dégueulasse. Maintenant, je voudrais vous faire entendre une voix, c'est la voix de Loana Petrucciani. Alors, ça date de 2018, c'est un enregistrement que j'ai fait sur mon téléphone de l'émission C'est à vous. Je voulais que pour une fois, ce soir, on fasse l'expérience d'une image aveugle. Alors, ça dure une vingtaine de secondes. Il faut que je la retrouve, mais je crois qu'elle est là. Ouais. La présentatrice lui demande à Loana Petrucciani si elle a revu des morceaux de Love Story. Donc, c'est très court. Hein. Je sais pas, oui. J'ai pas encore regardé les cassettes du Loft parce que quand je me vois pleurer, j'ai encore envie de pleurer. Parce que quand je me vois rire, j'ai envie de rire. Parce que ça fait bizarre sans vous filmez vous, chez vous, pas à votre insu, vous le savez, mais que vous vous revoyez, ça fait bizarre de se voir vivre. Voilà. J'espère qu'on l'entend dans tous les sens du terme. Et pour conclure, je rappellerai qu'en 2001, il s'est passé autre chose de décisif qui a changé notre rapport au monde et aux images, et ce n'était pas le Loft. Je veux parler du 11 septembre, qui survient 2 mois, des quelques jours après la fin de l'émission. Une horreur qu'on voit en partie en temps réel, puisque ce matin-là, la deuxième tour s'est effondrée en direct à la télé, quelques minutes après la première. J'ai toujours perçu dans cet événement, qui me semblait avoir été pensé par les terroristes, pour être diffusé de cette manière, en mondiovision, j'ai vraiment vu un véritable snuff movie, c'est-à-dire des assassinats filmés en direct. Depuis, les images de mort se sont banalisées sur les réseaux et ailleurs, mais dans la foulée de ce que dit Loana Petrucciani dans ce qu'on vient d'entendre, moi j'ai plutôt vu dans Love Story des images de vie. Voilà, je vous remercie.